Allô les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne encore LDR au Japon, toujours au Japon, ok. Voilà, on voyage souvent beaucoup, mais la base c'est le Japon. Aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo pour vous, un nouveau sujet pour vous. Et on va parler de ma vie au Japon, ok. On va parler de ma vie sur un autre angle que vous connaissez pas forcément, que j'ai pas vraiment l'habitude d'en parler. Donc on va parler vraiment de la vie après le doctorat ici au Japon. Vous savez que j'ai obtenu mon doctorat et qu'est-ce que je fais au Japon réellement, concrètement après mon doctorat. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important et ça me fait toujours plaisir de voir vos questions et vos commentaires. Aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai une nouvelle manière de faire. Voilà, moi c'est le Kaizen. Pour ceux qui font le business, ils savent c'est quoi le Kaizen. Chaque jour on essaie d'innover, d'améliorer un peu. Aujourd'hui en mode Kaizen, donc dans ma vidéo, je fais une sorte de PowerPoint, un truc pour vous, pour avoir en main des mots, un lettrage si vous voulez, pour pouvoir me suivre. Donc, je vais mettre ça et pendant que je parle, vous pouvez suivre aussi les informations. Donc, aujourd'hui, la vidéo, c'est ma vie actuelle au Japon. Voilà, actuellement, qu'est-ce que je fais au Japon? Donc, voilà les 4 points dont je veux parler aujourd'hui. Ma vie au Japon après mon doctorat, en quoi consiste mon travail actuellement, et puis pourquoi je n'ai pas choisi l'enseignant après mon doctorat. Donc, pourquoi je ne suis pas allé dans le secteur de l'enseignement, c'est-à-dire professeur, chercheur, enseignant, chercheur, comme vous connaissez. Pourquoi est-ce que j'ai préféré aller dans le monde de l'industrie, dans le monde du business. Je vais vous expliquer ça aussi. Et puis, je vais finir encore sur mon coaching. Pourquoi est-ce que je continue mon coaching malgré que je travaille, que j'ai pas beaucoup de temps. Mais bon, pourquoi est-ce que je continue? Donc, c'est les 4 grands points que je vais essayer. Donc, ma vie au Japon après mon doctorat, c'est simple. Comme vous savez, j'ai obtenu en mars 2019 cette année, c'est pas encore fini. En mars 2019, j'ai obtenu mon doctorat en informatique, donc plus précisément en IoT, Internet des objets connectés. Voilà, la domotique, parfois on appelle ça la domotique, il y en a qui appellent ça Internet des objets connectés, c'était ma spécialité. Je pense que j'ai eu mon diplôme le 22 mars et puis j'ai commencé à travailler le 1er avril. Donc si vous voulez au Japon, quand tu finis de l'école, dès que tu reçois ton diplôme, tu as maximum 2 semaines de chômage. Ça en fait 2 semaines pour te permettre de voyager de ton école à ton lieu de travail, afin de pouvoir aménager dans la nouvelle maison, de faire les papiers dans la mairie et tout. Donc j'ai eu mon diplôme le 22 mars et j'ai commencé à travailler le 1er avril. Voilà pourquoi j'insiste, venez étudier au Japon. C'est une autre vidéo, on va parler plus tard. Et je travaille actuellement, pour ceux qui veulent le savoir, je suis leader de l'innovation dans Schneider Electric Japan Holding. Donc Schneider Electric, c'est une multinationale, c'est une grosse compagnie. Dans Schneider, il y en a qui ont déjà entendu un peu parler du nom, mais Schneider fait tellement beaucoup de choses que ça peut prendre plusieurs vidéos de parler du Schneider. C'est mon employé actuel, je travaille dans cette multinationale française basée ici au Japon. Et je travaille dans ce qu'on appelle le business unit, ou même la ligne de business qu'on appelle HMI, Human Machine Interface. Donc, l'interface entre l'homme et la machine. Je vais expliquer plus tard dans le prochain point. Donc, la compagnie au Japon s'appelle Schneider Electric Japan Holding. Et on travaille dans la unit of HMI. Donc, en gros, mon travail à Schneider, ça me prend beaucoup de temps. Je suis plus étudiant, donc ça prend le temps normal que ça prend à tous les employés, n'est-ce pas? Ça dit que le travail commence à 9h et finit à 17h, 9 to 5. Mais c'est un travail qui est intéressant et ça demande beaucoup de passion et j'aime vraiment ce que je fais. Donc ça me prend beaucoup de temps, peut-être c'est pour vous avez remarqué que les vidéos sont pas aussi fréquentes. Je sais, on va parler de ça d'un autre point, mais j'essaie de poster une vidéo par semaine maintenant. Mais mon travail est un peu plus différent et je suis plus étudiant. Mais ce qui me plaît, c'est que vraiment, j'aime vraiment mon boulot actuellement. J'ai eu vraiment de la chance, si vous voulez, beaucoup de chance à ce niveau-là. Et puis de grâce, voilà, c'est pas que de la chance. Je pense qu'il y a un peu le travail qu'on a fait derrière, que je fais. Je bossais dur et ça paye, ça a commencé à payer, ça paye au travail. Donc il y a un peu il y a les facteurs chance, mais il y a le fait que je bosse. Je suis un bosseur, je le dis à moi-même d'abord, avant que les gens me disent, j'aime bosser. Et ça payait, je suis dans une compagnie française installée au Japon et où on travaille en anglais et en japonais. Et pour la petite histoire, pour ceux qui se découragent un peu trop, moi j'ai appliqué pour ma compagnie actuellement. J'ai appliqué pour faire un stage en 2017-2018. Ils m'ont réfugié carrément. Alors que c'est une compagnie pour laquelle j'avais beaucoup d'espoir. Je voulais vraiment entrer dans cette compagnie-là. Parce que pour quelqu'un qui a le background français, qui connaît un peu les grandes compagnies françaises,
Schneider Electric fait partie de ces grandes boîtes-là. Donc quand j'ai vu Schneider Osaka, Japon, je voulais avoir un stage là-bas en 2017. J'ai postulé 2017-2018. Ils m'ont pas accepté. Ils m'ont dit non, ta candidature, ça va pas. Et puis en 2019, pardon, j'ai postulé en 2016-2017, je pense, pour faire un stage là-bas. Ça n'a pas marché. Et puis en 2018, on m'envoie un mail. La compagnie m'envoie un mail parce que mon profil était resté dans leur base de données. Donc ils m'envoient un mail pour me dire, Elder, on a vraiment besoin de quelqu'un, une position, pardon, pour quelqu'un qui est à ton profil. Est-ce que tu veux faire un stage ou bien tu veux un emploi? Je dis non, moi j'ai presque fini l'école, je suis en train de chercher du boulot maintenant. Et donc c'est là que je parle de chance et de grâce. La première fois ça a été un échec, j'ai voulu entrer moi-même dans la compagnie, j'ai fait tout, ça n'a pas marché. Mais avec la grâce et la chance, ça dépend de comment vous voulez l'appeler, on m'appelle maintenant pour dire on a besoin de mon profil et c'est vraiment le bon moment pour moi d'entrer. Donc je peux faire une vidéo là-dessus tranquillement, comment obtenir du boulot au Japon après les études. Mais moi, c'était on va dire, la procédure de recrutement pour moi était un peu différente de la procédure standard qu'on fait au Japon. Et voilà pourquoi on dit qu'il y a beaucoup plus de joie dans le donner que dans le recevoir. Peut-être que les gens n'arrivent pas directement à me dire merci ou non, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, tes vidéos sont bonnes, Dieu te bénisse. Et cette manière, pour moi, quand on me recrute de cette manière-là, c'est vraiment une bénédiction de Dieu. C'est vraiment peut-être vos prières. Vous qui me suivez tous les jours, qui dites que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est vraiment le retour. Voilà. Donc, je me dis que je suis vraiment chanceux à ce niveau-là, en tout cas. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon boulot là-bas. Mon boulot me fait voyager beaucoup. Vous avez déjà vu, j'étais allé en Inde, c'était par rapport au boulot. Il y a beaucoup de voyages encore qui arrivent à cause du boulot. Et donc, pour tous ces petits frères-là qui me suivent, même si vous avez échoué une première fois dans l'entreprise de votre rêve, ou bien que vous avez été rejeté pour une position, pour un stage ou quelque chose, c'est pas la peine de baisser les bras. Continuez à chercher, ça va marcher. Hein? Donc voilà, c'était peut-être la petite parenthèse à ce niveau-là. Deuxième point, en quoi consiste mon travail? Voilà, cette question-là, c'est un peu difficile, c'est un peu long. Je vais essayer de l'expliquer très rapidement. Donc, comme j'ai dit, Schneider Electric, c'est une grande multinationale avec plusieurs départements, plusieurs domaines à l'intérieur. Et donc, moi, je suis dans le domaine des Human-Machine interface entre l'homme et la machine. Voilà, un exemple très facile pour vous permettre de comprendre, c'est votre téléphone portable. Votre téléphone portable, quand vous l'utilisez, c'est une interface entre vous, l'homme, et la machine. Donc, votre téléphone, c'est une machine. Il y a la caméra dedans, il y a les écouteurs dedans. Donc, quand vous appuyez un bouton pour jouer la musique, l'interface que vous touchez, l'écran que vous touchez, les senseurs, mais quand vous secouez votre téléphone, il y a les capteurs dedans. Donc, ça, c'est ce que vous connaissez dans, on va dire, les consumer goods. C'est que l'utilisateur de tous les jours, lambda, utilise. Mais nous, on est spécialisé dans l'industrie. On travaille pour les industries. Ça veut dire quoi? Quand vous achetez une bouteille, quand vous achetez un article, on va faire simple. On va faire très simple pour vous. Là, j'ai ma boîte de Nutella. Voilà, vous pouvez voir. Moi, j'aime beaucoup le chocolat Nutella. Quand vous avez une boîte de Nutella comme ça, la compagnie qui a fabriqué le Nutella a dû le mettre dans ce pot-là, ok? On va dire qu'il y a un monsieur qui envoie la bouteille vide. Il y a un monsieur qui doit mettre le chocolat à l'intérieur. Il y a un monsieur qui doit fermer. Et puis qui doit aller mettre l'étiquette. Un autre monsieur qui doit mettre dans les cartons. Mais ça, c'était avant que les hommes faisaient ça. Maintenant, c'est devenu tout automatisé. Donc, c'est une machine, c'est une machine, il y a plein de bouteilles qui arrivent comme ça. Une autre machine qui quitte la web, qui envoie le chocolat. Une machine qui ferme la bouteille. Puis une machine qui met les labels. Les labels, c'est le papier là, qui met le label. Tout ça, ça se fait de façon automatique. Et comment est-ce que l'homme peut pouvoir envoyer des informations à la machine qui gère ça? C'est pas une machine, c'est plusieurs machines. Donc, la machine qui envoie la bouteille, à quel moment on les stoppe, ou bien compte les bouteilles que tu as envoyées, ou bien vérifie que les bouteilles sont envoyées. Tout ça, c'est grâce à un écran, ça ressemble à un écran, c'est un ordinateur si vous voulez comme ça. HMI, c'est comme un ordinateur comme ça, avec des boutons, pas des boutons, un système d'opération, operating system, système d'exploitation, un logiciel à l'intérieur. Donc, tu tapes le bouton, tu touches c'est comme une tablette que vous avez. Voilà, c'est un ordinateur, un HMI. Maintenant, moi, personnellement, je suis à faire l'innovation de ce système que je viens d'expliquer. Innover, c'est d'apporter des idées nouvelles. Il ne faut pas apporter des idées nouvelles que personne n'utilise. Il ne faut pas apporter des idées nouvelles aussi que extraordinaires qu'on ne pourra même pas utiliser, que ça ne va pas nous apporter des bénéfices. Donc, il faut développer, il faut innover, il faut
Il faut envoyer des choses nouvelles qui seront intéressantes pour les clients, qui seront faisables pour la compagnie, et puis techniquement, voilà, technical feasibility, c'est techniquement faisable, et les clients, parce que si on développe un produit que le client ne veut pas, ça ne va pas. Donc mon rôle, c'est ça, c'est d'innover. Donc mon titre, si vous voulez, si vous partez sur ma page LinkedIn, c'est écrit Offer and Technology Management, ou bien Innovation Leader. Donc c'est ce que je fais. Si vous avez besoin de conseils dans l'innovation, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous inspirer les idées, la tête, moi, ça tête toujours là. Donc c'est un peu ça, c'est mon travail. Le troisième point, ici on va parler de pourquoi je n'ai pas choisi l'enseignement après mon bac, après mon doctorat. Voilà, beaucoup de personnes, vous connaissez beaucoup de gens qui ont le doctorat, qui ont le PhD, qui sont dans l'enseignement, mais pourquoi moi je n'ai pas choisi ça? D'abord, il faut que ce soit clair dans vos têtes. Quand on est docteur, mais quand on a un PhD, on n'est pas obligé d'être dans l'enseignement. Ça, c'est la première chose que les gens doivent arriver dans leur tête. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de partir faire un doctorat parce qu'ils se disent que forcément, ils seront professeurs, forcément, ils seront chercheurs. Ça, c'est très, très faux. Pourquoi est-ce que les gens qui ont le doctorat, plusieurs, même beaucoup, restent dans l'enseignement? C'est parce que avec moi, ça devient facile. Moi, on m'a proposé aussi de pouvoir rester dans l'enseignement, c'est-à-dire que je pouvais faire ce qu'on appelle un postdoc, après un postdoc, devenir professeur assistant ou bien associé, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas voulu, c'est pas obligé, c'est parce que c'est la première option qui est là et ça paye bien. C'est-à-dire que tu es habitué à chercher, tu es habitué à rédiger des documents et on t'offre un boulot qui te permet de continuer à chercher, continuer à rédiger les documents. Du coup, tu as fait au moins 3 ans, 4 ans dans cette chose-là. Et c'est ça qu'on t'offre comme boulot. Donc, beaucoup préfèrent aller directement faire ça. Voilà. Mais c'est pas obligatoire. Tu peux avoir un doctorat et puis aller faire autre chose. C'est normal. Comme moi, j'ai fait mon doctorat et au lieu de faire l'enseignement, d'enseigner ce que j'ai appris aux plus jeunes et tout, j'ai préféré aller dans l'industrie, dans le monde du business. Il y a deux grandes raisons. La première raison pour moi, c'est que c'est facile de quitter, je vais dire, de mon industrie actuellement avec mes années professionnelles. Quand je vais faire peut-être 15 ans, 20 ans dans l'industrie, facilement je peux retourner pour devenir professeur si je veux. Ça peut être mon travail à la retraite. Facilement, on aura toujours besoin de ma connaissance, de mon expérience dans le monde professionnel pour venir dans le monde académique. Ça, c'est la première raison pour moi. Ça sera très difficile si tu quittes dans le monde académique de revenir dans le monde de l'industrie, dans le monde professionnel, pardon, dans le monde du business. C'est beaucoup plus compliqué de te mettre à niveau au niveau du business. Donc voilà, on est là. N'oubliez pas de vous abonner. S'abonner, c'est important. Abonner, mais ça remet en bas, je sais pas. Mais n'oubliez pas, il faut vous abonner. C'est important. Merci pour tous ceux qui me soutiennent tout le temps, pour tous ceux qui m'envoient des messages sur WhatsApp. On va finir avec ce dernier point-là. Ça concerne le coaching. Pourquoi est-ce que je continue mon coaching malgré le fait que je sois super occupé et parfois j'ai envie d'arrêter, mais mon nom c'est Elder. Elder, ça veut dire l'aîné. Elder, c'est le grand frère. Donc peut-être que c'est ça qui agit un peu sur moi et mon autre nom c'est Hippocrate. Hippocrate, c'est un savant grec. C'est une tête pensante et tout. Donc j'ai envie d'arrêter, mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Je sens que de plus en plus, les gens commencent à connaître Elder, commencent à comprendre ma vision. Le fait que c'est possible, même quand on est enfant de pauvre, d'aller étudier à l'étranger pour pouvoir vivre ses rêves. Donc si j'arrête maintenant, ça serait un peu trahir ma cause. Comme j'ai dit, je n'ai pas commencé à faire des vidéos sur YouTube pour l'argent. Je viens de vous expliquer, hein, je suis docteur en informatique, je travaille dans une grande boîte. Donc, je me dis que je ne peux pas arrêter maintenant. Voilà pourquoi, malgré le temps qui est difficile, je profite en même temps pour m'excuser auprès de ceux qui m'envoient beaucoup de messages que je ne réponds pas vite. Voilà, je n'ai pas la force de pouvoir coacher tout le monde. Donc voilà pourquoi j'ai les vidéos sur YouTube, c'est gratuit. Voilà, vous n'avez pas besoin de me payer, vous pouvez télécharger. Voilà, télécharger, mettez ça sur votre téléphone, écoutez. Je donne pas tous les secrets aussi sur ma chaîne YouTube. Je garde aussi pour ceux que je coach en privé. Et je ne peux pas arrêter parce que je n'ai pas encore vu un autre YouTuber qui fait les mêmes vidéos sur les bourses. Ils vont vous faire des vidéos sur comment le Canada c'est bon, la France est chic, les vidéos comiques.
Mais il ne faut pas vous dire comment venir les rejoindre en France, comment venir les rejoindre au Canada, comment venir les rejoindre au Japon. Donc moi, voilà, j'ai fait ça et ça continue. Les gens commencent à me découvrir. Je ne vais pas trahir la cause, quoi. Donc je vais continuer. Je pense que je vais continuer encore jusqu'à 2020 pour voir ce que ça donne. Puis espérant que jusqu'en 2020, j'aurai vraiment beaucoup aidé beaucoup de monde. Voilà, donc je pense que c'est un peu tout pour moi, ma vie au Japon après mon doctorat et les encouragements. Continuez à bosser, les gars, il faut bosser. Continuez à bosser, bosser un peu, un peu. On est en 2019, bientôt en 2020, et c'est sûr que quelque chose de bon va vous arriver en 2020. Donc c'est tout, Elder au Japon, le grand frère Elder, c'est pas ma faute, hein. C'est mon nom, c'est la mission qu'on m'a donnée, donner le conseil aux autres. Je conseille les grands parfois même. Ouais. Si vous avez un premier enfant appelé Elder, ça serait une tête pensante, ça serait un enfant consciencieux, ça serait un enfant sage. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui et on se dit ciao ciao, à la prochaine fois. Bye.